encore cette question. Jenny, il y a encore quelqu'un qui me demande si c'est vrai que les héliciculteurs ils peuvent se téléporter comme Sangoku dans Dragon Ball. Je sais pas pourquoi il pose toujours cette question. Bon, il faut que j'aille abattre, je pars au labo. À tout à l'heure chérie, je t'aime. Ok. Bon, abattage, blanchi, surgélation. Au plus beau, il n'y a plus qu'à. Salut tout le monde, aujourd'hui changement de décor. On a quitté la verte forêt du hameau parce que notre saison d'élevage elle est terminée. On se trouve dans le laboratoire que j'utilise pour faire ma transformation. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est l'abattage, le blanchi et la surgélation. Il y a pas mal de boulot. Avant de commencer le taf, je vous fais un petit tour du propriétaire. Regardez à quoi ça ressemble. C'est un environnement qui est absolument contrôlé, tout est nettoyé et renettoyé et encore renettoyé à chaque étape. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, je fais une marche en avant dans le temps. Et si tu ne sais pas ce que c'est une marche en avant dans le temps, tu peux aller voir ma vidéo « Le temps et l'espace ». J'explique tout. Et le premier outil que je vais utiliser, c'est ça. Ça, c'est ma cuve d'abattage. Elle fait 100 litres. Et comme chauffer une cuve de 100 litres, ça prend vachement de temps, à peu près 2 heures, la première chose que je fais quand j'arrive dans le labo, d'abord je me change dans le sas, je me lave les mains et je remplis la bête. C'est ce qu'on va faire maintenant. Pour gagner du temps, je mets de l'eau déjà chaude. Ma cuve maintenant, elle est remplie. Je l'ai remplie à ras-bord, j'ai mis énormément d'eau, pratiquement 100 litres, pour une bonne raison. C'est parce que quand je vais plonger mes escargots dedans, ça va forcément faire une baisse de température. Et la pire chose qui puisse arriver en abattage, c'est que la température baisse au point qu'elle ne soit plus létale. Et ça serait vraiment terrible. Donc si on met un énorme volume d'eau et les escargots dedans, la température elle va forcément baisser un peu, mais insuffisamment pour que la température ne soit plus létale. Parce que nous, le but du jeu, c'est qu'ils meurent instantanément. Du coup, on va la laisser chauffer tranquillement. En attendant qu'elle chauffe, on va faire un peu de préparation du labo pour le boulot qui arrive. Je vous montre. La première chose la plus importante, et c'est marqué dans mon PMS, ça fait partie des CCP, points critiques à contrôler, c'est que dès qu'ils sortiront de l'abattage, la viande sera très chaude. Et il ne faut surtout pas qu'elle reste tiède. Alors ce que je vais faire, c'est que dès que j'aurai sorti le panier, je vais le plonger dans de l'eau fraîche et je vais encore arroser avec un jet d'eau pour abaisser le plus rapidement possible la température. Du coup, je prépare le bac d'eau fraîche. Mon bac d'eau fraîche est prêt. Une fois qu'ils auront été rafraîchis, je vais les mettre dans d'autres bidons avec de l'eau fraîche pour abaisser encore davantage la température et aussi pour les faire patienter le temps du travail que je vais effectuer dessus. Alors je vais préparer ces 2 bidons là. Maintenant, je vais préparer mon espace de travail sur la table inox qui se trouve ici. Ouais, c'est l'inox. Sur cette table en inox, je vais faire le décoquillage et le parage. Le parage, ça veut dire enlever l'hépatopancréas et les organes sexuels et récupérer les bonnes viandes. C'est le travail qui prend le plus de temps en héliciculture. Et quand je dis que c'est l'étape qui prend le plus de temps, ce parage, c'est pas une façon de parler. Ça fait déjà 6 jours que je le fais, à raison de 11 heures par jour. Est-ce que j'ai l'air fatigué? Bon, première chose que je mets sur cette table, c'est une caisse. Je l'emploierai pour récupérer mes coquilles lors du parage. Ensuite, l'outil. Au cours, j'ai appris à employer ça, une fourchette escargot. Mais j'ai inventé un outil meilleur, je vous montrerai. Toujours à la recherche de la meilleure ergonomie parce que c'est un travail qui est extrêmement répétitif. J'essaie d'avoir tout à portée de main. Donc, je vais prendre une petite casserole d'escargot à décoquiller que je vais mettre dans cette casserole. Ensuite, je vais faire tomber les abats, les hépatopancréas dans cette deuxième casserole.
Donc, je prends un escargot, j'enlève les abats, je fais tomber la coquille et ma viande propre, je la mets dans ce bac. Et comme vous l'avez compris, l'eau fraîche, ça protège la viande. Je mets de l'eau fraîche. Voilà. Mais comme mes produits sortants, à noter mes coquilles et mes hépatos, ils vont jamais tenir dans cette petite caisse et 2 casseroles, je prévois 2 bidons que je pose par terre. Je répète. Ici, on a l'eau qui bout pour l'abattage. Ici, on a le bain d'eau fraîche pour refroidir rapidement. Ici, on a les 2 bidons qu'on va utiliser pour les mettre immédiatement après, que l'on va déposer sur cette table derrière le bac blanc. Et ici, on a l'espace de travail. Bon, le labo, il est prêt. Maintenant, je vais aller me changer et je vais aller m'occuper des escargots. Toujours en attendant que l'eau bout, parce que ça prend beaucoup de temps. À tout à l'heure. Vous le reconnaissez? Mon séchoir mobile. Eh oui, on est juste à l'entrée du laboratoire et mes escargots, ils sont là, tranquillement, en estivation, en train de dormir. Franchement, le séchoir mobile, je suis hyper content. C'est top. La l'eau d'abattage, elle n'est pas encore du tout à ébullition. Ça veut dire qu'on a du temps. Toi, ce que tu peux faire en attendant, c'est ça. Et moi, de mon côté, je vais prendre les filets les uns après les autres et je vais trier les escargots un par un pour voir leur qualité. C'est possible qu'il y en ait qui meurent pendant la phase de séchage et ceux-ci, je dois les enlever parce que je ne veux pas qu'ils rentrent dans le laboratoire. Pour cette étape, j'ai inventé cette table. Ça, c'est ma table de tri à escargots. L'idée, c'est que je prends un sac, je le vide sur la grille, je trie. S'il y a des escargots morts, je les mets dans la poubelle ici et tous les beaux, je les mets dans ce tube. Ensuite, c'est la même technique que la dernière fois. J'enlève le tube, je ferme le filet, je verrouille avec un mousqueton et je passe au filet suivant. Voilà. On est à l'intérieur du séchoir mobile. C'est ici que je travaille pour le tri, parce que l'idée elle est simple, je veux absolument pas qu'il soit réveillé par un changement d'hydrométrie. Ici c'est contrôlé. En ce moment j'ai un déshumidificateur qui tourne parce que l'humidité est forte dehors. Et quand il fait chaud dehors, c'est le contraire, c'est un ventilo qui tourne. Là, je tiens l'humidité basse. Allez, c'est parti, on trie. Comme je vous disais, je prends un filet que je veux transformer. Voilà. Je le vide sur ma table de tri. Le mousqueton, je le garde, j'en ai besoin après. Et c'est parti. Le filet, je le récupère et je l'emmanche dans mon fameux tube PVC 15 de diamètre, 33 de long qui me donne mes fameux 3,5 kg. Tout ça, vous savez, parce que vous suivez ma chaîne. Et si vous ne savez pas, lien dans la description. Alors, de ce côté, je mets tous ceux qui sont bons. Ils le sont presque tous, ça marche vraiment très très bien. Alors oui, là je travaille avec des gants que je jetterai avant de rentrer dans le laboratoire parce qu'il y a quand même un petit nombre d'escargots morts et puis je ne veux pas rentrer d'agents pathogènes à l'intérieur de mon environnement contrôlé. Et c'est simplement parti, je les regarde un par un et s'il y a des morts, je les enlève. C'est très facile de reconnaître un escargot mort parce qu'il est tout recroquevillé. Celui-là est mort. Je le mets dans la poubelle. Ce que je fais maintenant, c'est que je récupère mon filet. Alors, j'enlève le tube PVC. Je fais le nœud. Je verrouille avec le mousqueton. Et mon filet est prêt. Maintenant, je vais le mettre dans un autre endroit, séparé des autres parce que je ne voudrais pas les confondre. Et je recommence. Je suis capable de gérer 6 filets sur une journée. Aujourd'hui, je vais en faire beaucoup moins parce que je suis avec vous, je tourne la vidéo. Ça prend un peu de temps, mais ça vaut le coup, on échange. Mes escargots triés, endormis dans le séchoir, c'est fait. Derrière, j'ai mon immense masse d'eau dans ma cuve d'ébullition qui est à température, on a les 100 degrés. Maintenant, c'est la phase de mise à mort. Ce que je vais faire, c'est que je vais réunir mes escargots dans un bidon et je vais traverser le sas et je vais les mettre directement dans la cuve d'ébullition. Là, ils vont bouillir pendant 5 minutes. C'est la seule étape de tout le processus où je m'autorise à rentrer à l'intérieur du laboratoire sans le tablier. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette étape doit être
extrêmement rapides. Dès l'instant où ils seront sortis du séchoir, ils seront en conditionnement d'humidité. En plus, il fait très humide dehors. Ce que je veux surtout pas, c'est qu'ils se réveillent. Ça fait plusieurs jours, même plusieurs semaines, qu'ils sont profondément dans le coma en estivation. Et le but du jeu, c'est qu'à tout prix, ils restent dans cet état de coma avant d'être mis à mort. Le fait que je rentre sans mon tablier dans un environnement contrôlé, il est inscrit dans mon CCP et j'apporte une réponse. Ça veut dire que immédiatement après l'abattage, je vais sortir mes escargots dans un autre endroit et je vais nettoyer à 100% le laboratoire. Parce qu'après abattage, c'est pas encore une viande propre, il y a encore des process à faire, mais c'est déjà une viande un peu plus propre. Et comme je fais la marche en avant dans le temps, dès qu'une étape est terminée, je désinfecte la totalité du laboratoire avant de passer à l'étape suivante. Le seul vêtement que je vais quand même changer, parce que à mon sens c'est très important, c'est les souliers. Donc mes souliers ne rentrent pas dans le laboratoire, je vais quand même prendre 10 secondes pour enfiler les bottes. Au fait j'y pense, je parle de mise à mort. C'est pas pour donner un côté glauque au truc, c'est que c'est vraiment comme ça que ça s'appelle. Parce que les escargots, c'est pas de l'abattage. On n'a pas besoin d'emmener nos escargots dans un abattoir pour les mettre à mort. Oui, la différence entre une mise à mort d'escargot ou un abattage, je sais pas, de vache, c'est que la vache, elle a été exempt immédiatement après ou avant la mise à mort. Exempt, ça veut dire vidé de son sang. Afin que vous puissiez m'accompagner dans cette étape et que je ne perde pas une seule précieuse seconde, je vais installer la caméra avant dans la cuve d'ébullition. Pendant ce temps, moi je vais récupérer les 2 filets que j'ai prévu d'abattre. Je vais les verser dans un seau à l'intérieur de mon séchoir mobile. Je vais prendre le seau, je vais me dépêcher d'aller au laboratoire. Entre temps, je vais juste changer de botte et je vais déverser. Et après, on fait le point. À tout à l'heure. Maintenant, la totalité de mes escargots ont été abattus. Ils ont été dans le bain d'eau bouillante pendant 5 minutes. L'étape suivante, c'est faire en sorte qu'ils se refroidissent le plus rapidement possible. C'est pour ça que je vais les plonger dans le bain qu'on a préparé tout à l'heure. Allez, c'est parti. Pour optimiser le refroidissement des escargots, je vais les brasser à grande eau froide. Et en même temps avec, je vais les brasser avec la main. Comme ça, avec ma main, je sentirai la température se rafraîchir. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les transvaser dans les seaux que j'ai prévus. Oula, il y a un peu de brouillard. Désolé, c'est que j'ai éteint la ventile pour pouvoir faire la vidéo. Je vais la remettre après, ça va s'arranger. En tout cas, la fin de ce process, il y est presque pour la mise à mort. Il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est sortir mes 2 seaux de la pièce pour la mettre dans la pièce d'à côté. Parce que maintenant, c'est considéré comme des produits un peu plus propres. Alors, ce que je dois faire, c'est nettoyer complètement cette pièce, la désinfecter du sol au plafond pour contrôler l'environnement. Et après, on passe à la première étape du parage. A tout à l'heure, il y aura moins de buée. Eh bien, on vient de terminer la totalité du protocole abattage. Ça veut dire que mes escargots, ils sont au propre dans la pièce d'à côté. J'ai désinfecté la totalité de l'environnement que je dois contrôler. Pour ce faire, j'ai employé simplement du savon. J'ai savonné partout, j'ai rincé et j'ai refait un deuxième passage avec du vinaigre. Ça marche très très bien, c'est propre, c'est désinfecté. Maintenant, je vais rentrer mes escargots dans la pièce qui est contrôlée. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer le parage, la méthode que j'ai appris au cours et après, je vous montrerai mes petites améliorations. À noter que le parage, c'est vraiment l'étape la plus longue de tout le process de transformation. Pour vous faire une idée, moi j'ai une toute petite exploitation, j'ai seulement 200 mètres carrés et ça me prend déjà une centaine d'heures de travail de parage. Bon, je vous montre tout ça. Allez. Ça, c'est la table qu'on a préparée tout à l'heure, avec les casseroles et la caisse. Comme maintenant mes escargots ils sont plus propres qu'avant, en plus de m'être soigneusement lavé les mains, je travaille avec des gants. Première chose à faire, c'est de remplir cette casserole-là avec les escargots. Et voilà. Ensuite, c'est le décoquillage. Je prends un escargot et je le décoquille. Je m'assure que les pâteaux au pancréas, le tortillon,
il est entier. Parce que s'il n'est pas entier, la coquille, je dois la jeter. Là, c'est bon, je peux garder la coquille. Ensuite, la deuxième phase, c'est j'enlève les abats et j'enlève le fameux organe sexuel, le dard d'amour, qui est ici. Cette viande, elle est bonne, je peux la mettre dans le bac d'eau fraîche. Ça, c'est le mouvement. Je m'assure que le tortillon est entier, ce qui est le cas. Ensuite, j'enlève les abats. Hop. Et maintenant, c'est difficile avec le... J'enlève les organes sexuels et le fameux dard d'amour qui est une échine calcaire qui se trouve être juste ici. Le voilà. C'est cette petite boule blanche qu'il faut enlever. Et voilà. Et on recommence ça indéfiniment. Ok, désolé pour la qualité de l'autofocus, c'est vraiment difficile pour moi de vous le montrer correctement. En fait, mon mouvement il va énormément plus vite, mais j'arrive pas à garder l'appareil photo sur ce que je fais. J'espère que vous verrez quand même quelque chose. Simplement pour vous dire qu'au cours, j'ai appris à le faire avec cet objet-là, une simple pique à escargot. Ce qui me dérangeait, c'est que je devais chaque fois refaire le même mouvement et sur le plan de l'ergonomie, je perdais énormément de temps. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai inventé la pique à escargot à Paris. Voilà, ça s'appelle la pique Alex. C'est exactement le même principe qu'une pique à escargot, sauf que elle est carrément beaucoup plus longue. Voilà. D'ailleurs, ma femme elle est un peu fâchée parce que ça lui a coûté une cuillère à soupe. Je vais vous montrer comment ça marche, mais avant, je suis obligé de faire ça. Nous sommes le 14 octobre 2022 et j'ai l'honneur de vous présenter publiquement la pique à parer Alex. Est considérée comme une pique à parer Alex, tout outil muni de 2 piques à empaler dans la longueur mesure au minimum le double d'une fourchette à escargot conventionnelle, servant au parage dans le domaine hélicicole. Oui, j'ai fait ça parce qu'en fait, il y a des petits malins qui posent des brevets sur des trucs qu'ils n'ont pas inventés. Mais quand il y a une annonce publique qui a été faite, ben, ils ne peuvent plus. Vous pouvez toujours la fabriquer chez vous, avec plaisir. Vous pouvez même m'envoyer des cuillères à soupe, je la fabrique pour vous. Mais ça s'appelle une pique à parer Alex. C'est sûr, ça ne changera pas. Ça a été dit. C'est toujours aussi difficile de filmer ça, mais je vais quand même essayer. En fait, avec ma pique à parer, ce que je fais, c'est que je reste plus longtemps sur le côté du décoquillage, mais je prends beaucoup plus d'escargots à la fois. Suivant la grandeur, 3, 4 ou 5. Au final, on obtient une brochette d'escargot à parer. Et l'étape suivante, c'est simplement de les parer les uns après les autres. Le tout étant fait, je peux les mettre dans mon bac d'eau fraîche. Et maintenant, pourquoi est-ce que je travaille avec une caisse pour les coquilles? Ben, c'est parce que ça me permet de faire le moins de mouvements possible. Quand je prends ma pique à parer, je me mets au-dessus des coquilles et je ne bouge pas ma pique, je suis juste à côté et il me suffit de laisser tomber les coquilles dans la caisse. Pour avoir un maximum d'ergonomie, j'essaye de faire le moins de mouvements possible. Une fois que j'ai rempli ma pique à parer, je me déplace simplement du côté de la casserole où je mets les abats. Et je fais vraiment très peu de mouvements, j'optimise un maximum tout ça. Une fois qu'ils sont parés, je les mets simplement dans l'eau. Avoir une caisse comme ça, ça a un deuxième avantage qui est bien pratique, c'est qu'à force d'être debout pendant plusieurs heures, on a mal au dos. Alors ce que je fais, c'est que je travaille une demi-heure debout et une deuxième demi-heure assis. Et pour être assis, en fait, c'est très bien parce qu'il me suffit de prendre la caisse et de la poser sur mes genoux. Et je peux travailler exactement de la même manière qu'avant. Et voilà,
Ça marche assis, ça marche debout, ça marche assis, ça marche debout. Là, je vous laisse, je vais parer tout ça, j'en ai pour 2 ou 3 heures. Ouais, j'en ai pris un petit peu moins parce que je savais que ça me prendrait plus de temps avec la vidéo. Et ensuite, on se retrouve pour la phase suivante. Allez, à tout à l'heure. Dans à peu près 40 minutes, j'aurai fini. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est une petite pause pour chauffer l'eau de la cuve. Parce que la prochaine cuisson, ça sera pour le blanchi. Et pendant les 40 minutes où je pars, l'eau du blanchi, elle chauffe. Comme ça, je ne perds pas de temps. Allez, je vais faire ça. Mais avant toute chose, je récupère les abats pour mes poules. Et mes précieuses coquilles pour les beurrer. D'ailleurs, ces coquilles, elles vont simplement quitter le labo dans un tonneau hermétique. Mais l'histoire des coquilles ne fait que commencer, parce que dans le laboratoire, elles vont toutes revenir et elles vont suivre un process de désinfection. Je vous montrerai tout ça quand je le ferai. Il y en a beaucoup. Bon les copains, voilà, j'ai fini de parer ma production du jour. Ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Regardez, je vous montre. Toutes ces chairs d'escargot qui sont bien à l'abri dans de l'eau fraîche. Maintenant, l'étape suivante, c'est de les blanchir. Pour ça, j'ai mon eau qui bout et il me manque encore du sel. Je vais le mettre maintenant. Je mets 50 g de sel pour 10 litres d'eau. Et là, j'ai mis à peu près 40 litres d'eau. Voilà qui est fait. Ensuite, je sors mon panier. Voilà. J'espère que vous n'aurez pas trop de buée. Très délicatement, je verse mes viandes. Il ne faut surtout pas renverser. Voilà. Et je le remets au chaud. Bien, le blanchi, il va durer 20 minutes. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que quand ils vont ressortir de là, ça sera considéré comme des produits propres. Ça veut dire que j'ai beaucoup de choses à faire en attendant. Je dois allumer ma cellule de refroidissement. Je dois nettoyer complètement le laboratoire et tout préparer. Allez. Elle est prête. J'ai plus qu'à mettre mes blanchis là-dedans pour qu'ils refroidissent. Mais avant ça, parce qu'on est toujours dans la marche en avant dans le temps et qu'on doit vraiment contrôler l'environnement, il me reste une chose à faire. C'est me débarrasser de ces gants, en plus il a un trou, et en mettre des nouveaux. Comme ça, c'est clean. Le même principe que la dernière fois, je rafraîchis encore à grands coups d'eau fraîche. Il ne me reste plus qu'à récolter le fruit de la production. La finalité se rapproche, c'est l'heure de la surgélation. Mes viandes sont fraîches, elles sont dans une pièce où l'environnement est contrôlé. Elles ne peuvent plus sortir sans être protégées par un emballage. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est les emballer ici, sur cette table. Allez, c'est parti! Et voilà. Maintenant, il me reste encore à nettoyer ce plat parce que c'est celui que j'emploie pour la surgélation et il a déjà servi. Je vais vite le faire maintenant. Tout est prêt pour la surgélation. Vous avez remarqué, ces paquets, ils ne sont pas sous vide.
mais c'est voulu parce qu'ils ne vont pas sortir du laboratoire, ils vont rester ici au congélateur et ils vont être transformés une deuxième fois. Ça veut dire que je vais les ressortir, je vais dégeler mes viandes, faire une deuxième cuisson, un court bouillon pour leur apporter un peu plus de goût. Et là-dessus, je vais commencer à cuisiner mes beurrés. Alors, il faut savoir que si on fait une surgélation et qu'on dégèle pour transformer une deuxième fois, il est impératif de faire une deuxième cuisson. En l'occurrence, ça sera mon court bouillon. Donc, j'assure la protection sanitaire avec cette méthode. Bon les gars, on emmène tout ça en cellule de refroidissement. C'est parti! Oui, alors là, je remarque un truc qui est vraiment très étonnant parce que j'ai l'impression que vous voyez clignoter ça. Mais en fait, moi, je vois écrit moins 32. Je sais pas, un phénomène de cadence d'image peut-être. C'est vrai que c'est assez marrant. Toujours est-il que cette machine, elle va pulser de l'air à moins 32 degrés pendant 2 heures de temps. Ensuite, elle va se mettre à moins 18 constant, sans pulsation d'air, exactement comme un congélateur normal. Du coup, ça surgèle. Et voilà, j'ai fini de nettoyer mon labo pour la 3e fois consécutive de la journée. Du coup, tu sais absolument tout sur ma façon de conduire la mise à mort de mes escargots. Moi, je vais y aller, j'ai fini mon taf ici. Ah bah oui, je vais me téléporter comme Sangoku. C'est à cause de lui que j'ai loupé mes études, alors au moins que j'ai ce privilège-là. Allez, je retourne au hameau. C'est plus vert, moins stérile. Ah, bon sang. J'ai oublié d'éteindre les lumières.